dans cette salle qui est estampillée un petit peu intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. En tout cas sous de diverses déclinaisons. Et on va commencer ce début d'après-midi avec une intervention de Guillaume Corchia, donc, qui est à mes côtés, qui est responsable data CRM chez Silène. Merci Silène, c'est un partenaire du festival. Guillaume qui vient spécifiquement de Bordeaux pour venir nous faire sa présentation. Silène, en quelques mots, je ne sais pas si tu as prévu d'en reparler. J'ai 2 slides, ça va aller vite. Ok, super. Alors, j'en dis pas beaucoup plus, comme ça, il présentera lui-même l'entreprise. Et puis, du coup, premier volet, donc on est un petit peu là sur un accent data, l'importance de la data, avec l'angle IA dans l'aide à l'approche sur le traitement des données. Sans plus tarder, du coup, je donne la parole à Guillaume. Et puis, moi, je reprendrai le micro à l'issue pour savoir si vous avez des questions. Merci, une bonne après-midi. Super, merci beaucoup. Oui, donc du coup, merci pour l'introduction. Effectivement, on m'a demandé de commencer cet après-midi pour parler d'IA. Avant de parler d'IA, moi j'aime bien parler de data parce que l'un ne va pas sans l'autre évidemment. Mais on a tendance, par effet de mode, j'ai envie de dire, on a tendance à faire des raccourcis de plus en plus. On le voit avec l'IA. L'IA maintenant, c'est devenu le sujet qui est sur toutes les bouches, mais surtout dans les entreprises, les projets vont très vite vers l'IA sans passer par les étapes un peu fondamentales. Donc je vais essayer de ne pas être trop rébarbatif et trop scolaire dans mon approche, mais je voulais quand même mettre un petit point d'orgue sur notamment l'approche des enjeux de la data dans l'IA et l'enjeu de la réglementation et de la gouvernance. Ce n'est pas les sujets les plus fun, mais je vais essayer de le rendre le plus léger possible. Et je vais surtout essayer de vous présenter des cas concrets qui sont des clients récents ou de longue date au sein du groupe Silène, avec tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place. Et ça, je pense que ça plaira un petit peu plus. Du coup, comme promis, je vous parle du groupe Silène. Le groupe Silène, c'est un acteur qui est pas nouveau, on est bientôt 40 ans, c'est une boîte qui s'est construite petit à petit. On était initialement opérateur télécom, on tirait des câbles, et puis nos clients nous ont dit, tiens, est-ce que tu peux pas me mettre le switch après? Bon d'accord. Quitte à avoir le switch, est-ce que je peux avoir le serveur? Bon d'accord. Et on a réseauté comme ça jusqu'à avoir des métiers très différents, je vous les présenterai après. Alors là, c'est tout à fait ma faute. 35 km qui vous séparent, c'est pas tout à fait juste. C'est 3,5 parce qu'on a une agence à Strasbourg. Moi-même, je viens de l'agence de Bordeaux, mais on a une couverture très étendue sur le domaine français. On est 100% français. Les data centers sont souverains en France. Et voilà, 400 collaborateurs. Les expertises, je vais les passer un peu rapidement, mais comme je vous l'ai dit, on a plusieurs domaines. Pourquoi plusieurs domaines? Parce que quand on a commencé à investir sur les data centers et sur la connaissance du stockage, c'est présenté un peu naturellement les problématiques de cybersécurité. Se sont présentés les problèmes de data. Et l'applicatif, une fois qu'on a toutes les bonnes infras, les clouds, etc., on veut pouvoir les utiliser. Voilà, je vous laisse imaginer le fil directeur, mais ça nous arrive aujourd'hui à une offre qui nous permet d'accompagner nos clients presque de bout en bout, j'ai envie de dire. Pareil, une fois de plus, c'est des choses très importantes, mais je vais passer rapidement dessus. On a les certifications qui vont bien, que ce soit sur l'hébergement, avec des certifs d'hébergement de données de santé. On est opérateur télécom, on a tout ce qui va bien en termes de RSE. Voilà. Je passe rapidement dessus, je suis pas obligé, mais on est un petit peu obligé de le dire. Donc voilà. On rentre dans le cœur du sujet. Et j'aime bien commencer ces présentations par une phrase que je pense que la plupart d'entre vous a déjà entendue, qui est que 90% des données mondiales ont été créées au cours des 2 dernières années. Déjà, c'est une affirmation qui est quand même lourde sous bien des aspects. Et moi, ce que j'adore dans cette citation, c'est que... Alors, la source, c'est IBM, sauf que la date est très très dure à trouver. C'est-à-dire que vous allez trouver des sources qui citent IBM en 95.
qui disait ça. Ensuite, ils l'ont affirmé à nouveau en 2003. Et là, ils viennent de le réaffirmer sur les années 2023-2024. Donc en fait, c'est une affirmation qui démontre juste qu'on est dans une courbe exponentielle et qui ne s'arrête pas. Donc la data, une fois de plus, avant tout au cœur de vraiment toutes les problématiques. Pourquoi au cœur des problématiques? Parce que la data, ça devient un peu le gagne-pain de pas mal de boîtes. J'ai cité les GAFA, parce qu'une présentation sur la data, sans parler des GAFA, ça fait... Voilà. Mais qui a changé de data model. C'est-à-dire que quand je parle de changer de data model, c'est qu'on est... on n'est plus sur des sociétés qui vendent des services. Les sociétés vendent la data et utilisent la data. Et le produit devient finalement le consommateur. Bon, c'est un autre sujet. Je pense que vous avez déjà tous, plus ou moins... entendu parler de ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est un vrai tournant dans les modèles économiques qui s'orientent autour de la data. Aujourd'hui, avoir de la data, ça peut être avoir un avantage concurrentiel, mais ça peut être simplement pouvoir piloter son activité. Aujourd'hui, la prise de décision augmentée, alors prise de décision augmentée, c'est un petit peu un terme flatteur pour dire qu'on a des indicateurs de pilotage. Toujours est-il que les indicateurs de pilotage ils sont de plus en plus difficiles à calculer. Une fois de plus, on a beaucoup de données. Donc où est-ce qu'on va la chercher? Comment on l'organise et comment on arrive à avoir des chiffres qui sont cohérents entre les services et comment on arrive à utiliser cette donnée? Je parlais tout à l'heure de l'émergence de l'IA parce que c'est le thème de l'après-midi, mais on avait le machine learning il y a quelques années qui était sur toutes les bouches. On a eu tout un tas de phases du cycle de vie de la donnée. Toujours est-il que cette donnée, elle est aujourd'hui obligatoire pour la réussite d'un business. Je parle de l'hyper-personnalisation de l'expérience client. Pour ceux qui ont fait un petit peu de marketing, moi à l'école, j'apprenais le one-to-many et le one-to-few. Donc c'est des stratégies marketing. Bon, je ne vais pas vous faire le cours, hein, mais aujourd'hui, avoir une stratégie marketing qui ne s'adresse pas du one-to-one, c'est déjà dépassé. Donc on a une expérience qui s'écrit aujourd'hui, on les voit dans les scénarios marketing, on a des scénarios qui n'existent pas avant que le client arrive en base, et l'expérience du client va donner lieu à un nouveau parcours. Donc c'est vraiment des choses très intéressantes. Au-delà de ça, je reviens sur ma partie réglementaire, une fois de plus, hein, c'est un peu le parent pauvre, mais le plus important. La gestion de la donnée client, c'est critique. On a l'IA Act qui a donné ses premières guidelines il y a encore quelques mois. Tout ce qui est RGPD, DORA, pareil, je pense que vous êtes tous à peu près au fait de ce qui se passe, mais les punitions deviennent de plus en plus systématiques et de plus en plus graves, si je puis dire. Un peu de chiffres. En 2025, la quantité de données générées, existantes au monde, on parle en zétaoctets. Donc ça, pour les matheux, c'est 10 puissance 23. On est sur des échelles qui sont monstrueuses. Et se pose la question de la gestion de cette donnée-là. Non seulement la gestion pour l'utilisation, mais surtout le stockage. On sait que le stockage de la donnée coûte cher. On a eu encore dans l'actualité, pas plus tard que vendredi, des choses qui nous font penser que ça ne va pas aller en s'améliorant. L'utilisation de la donnée doit driver son stockage et sa gestion. Pourquoi? Parce qu'on capte de la donnée de plus en plus. On veut récupérer, dès lors qu'on branche une source, dès lors qu'on développe un outil, on va capter de la donnée. Se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on en fait. La réponse systématique, je vous le donne en mille, c'est on prend, on verra plus tard. Cette approche de on prend, on verra plus tard, finalement, le plus tard, il est plus proche qu'aujourd'hui parce que les défis de stockage, ça devient un vrai sujet. Pourquoi la donnée devient stratégique? Elle ne le devient pas, elle l'a toujours été, c'est juste qu'elle est encore moins contournable qu'avant. Aujourd'hui, il n'y a plus un service commercial qui fonctionne sans données, il n'y a plus un service marketing qui fonctionne sans données, mais au-delà de ça, on va parler d'optimisation de supply chain, par exemple, où les services supply chain dépendent fortement de la gestion et de l'optimisation de la donnée.
On va, voilà, l'expérience client, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, il y a des nouveaux termes qui émergent, le data-driven decision making. C'est très sympa, hein, mais ça reste une exposition de données travaillées. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous approchez des groupes d'entreprises d'une certaine taille, plus vous allez avoir des disparités entre les reportings. C'est-à-dire que les achats vont avoir un certain chiffre d'affaires, ou enfin, peu importe l'indicateur, vont avoir un indicateur, le service d'à côté va en avoir un différent, et on va avoir des sources de données qui sont à chaque fois similaires mais un petit peu différentes. La manière dont elles sont récupérées, c'est pas forcément toujours la même chose. Donc d'où l'importance de la gouvernance de la donnée. Pourquoi? Parce que dans un contexte d'incertitude de data, on n'avance pas. Et si on n'avance pas, on n'innove pas. Et brancher une intelligence artificielle sur un set de données non maîtrisées, voilà, on ne va même pas rentrer dans le débat. La partie réglementation, une fois de plus, c'est un pilier de l'innovation. Un pilier, pourquoi? Parce que on est obligé de le faire, mais surtout, ça donne les bonnes pratiques et la bonne structure à tout projet qui veut se baser sur de la data. Je ne vais pas forcément m'attarder trop sur cette partie-là, on pourra en reparler un petit peu si vous avez des questions par la suite, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui et le sujet le plus captivant. Je répète depuis tout à l'heure que l'utilisation de la donnée et son stockage inefficient, ça coûte de l'argent. Voilà, des chiffres, une fois de plus une source. 25% du temps des équipes est perdu à gérer de la donnée. C'est un quart du temps homme qui est épuisé en gestion de données. C'est juste monstrueux. Surtout dans un contexte où on a une explosion de la donnée. C'est-à-dire qu'on a 90% de données générées en 2 ans. Imaginez dans 2 ans, dans 10 ans, etc. Ce temps ne va faire qu'augmenter si l'architecture de la donnée n'est pas optimisée dès le début. Les décisions, on y revient, je parlais des indicateurs. Au-delà de ça, nous, on a eu à faire plusieurs fois par l'utilisation des données. Chez Silène, on a des métiers qui sont à la fois de l'optimisation de data pour les business, donc ça va être la création d'indicateurs, la création de dashboarding, etc., de l'architecture SI, mais ça va être aussi du CRM. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la donnée, qu'on l'a bien nettoyée et qu'on l'a rangée dans un bon dispositif, on peut l'utiliser et donc on fait beaucoup de CRM. Et je peux vous dire avec la plus grande des confiances que l'ensemble de mes clients a déjà shooté des opt-out, a déjà shooté des populations sensibles, et notamment on travaille en ce moment beaucoup avec des groupes de maisons de retraite. La gestion des décès, c'est quelque chose de crucial pour eux. Pour autant, on est dans des univers médicaux, donc eux vont avoir un ERP, ils vont avoir un CRM, ils vont avoir un outil de soins, un outil, voilà. Et ces outils sont complètement hermétiques, ne peuvent pas se parler. Donc avoir une bonne hiérarchisation de la donnée, une bonne gouvernance de la donnée dans un contexte un petit peu touchy comme ça, c'est devenu indispensable. Parce que la tolérance, et vous comme moi, enfin surtout moi d'ailleurs, mais la tolérance à la réception de mauvais emails devient quasi nulle. Les risques concrets, on les connaît, c'est des amendes, c'est de l'exposition à des failles de sécurité et c'est surtout de la perte de confiance. On le voit sur des gros business, mais on le voit surtout sur des petits. C'est quelque chose qui peut tuer une marque assez vite que de perdre de la donnée. Et surtout, en fonction de la perte de données, ça peut être gravissime. Les opportunités, cependant, parce que c'est bien de se focuser sur le mauvais, mais il faut aussi regarder le bon. La valorisation de la donnée, c'est ce qui permet l'innovation. Et l'innovation, on va en parler beaucoup cet après-midi. On va parler beaucoup d'IA, on va parler de LLM, on va parler de tout un tas de choses. Mais ces leviers se basent sur des datasets qui doivent être maîtrisés. Et donc valoriser ces datasets, c'est avant tout valoriser le business. J'avance un petit peu, je vous promets finir assez vite avec mon tour sur la gouvernance, mais je vous ai mis un petit peu les règles d'or de ce qu'on attend de
d'une bonne gouvernance et comment l'implanter dans une entreprise. Consolider les données clients, c'est toujours un enjeu business, quel que soit le domaine de l'entreprise et quel que soit le service de l'entreprise. Mais ça permet beaucoup de choses. Ça permet de réduire les coûts logistiques, ça va permettre d'améliorer les performances RSE, ça va permettre d'accélérer l'innovation produit, de répondre à des exigences de conformité. Voilà, rien que le premier point, vous avez déjà un cadre qui ne fera que tirer vers le haut l'entreprise. Pour moi, la gouvernance dans la donnée, c'est pas un sujet qui est une couche parallèle, c'est une couche qui vient renforcer le choix stratégique dans les sujets data. Ça permet aussi de prioriser les investissements, parce que mine de rien, en fonction de la valeur attendue pour le métier, on peut trancher beaucoup plus facilement avec une gouvernance bien établie. Je parle de définir des rôles. Bon, ça c'est un peu la modernisation des RACI, des comités de pilotage, etc. On a des nouveaux postes qui émergent de plus en plus, mais c'est des choses qui paraissent parfois superflues, mais qui sont malgré tout des postes qui deviennent clés dans l'entreprise. Cataloguer et cartographier les données, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a toujours fait dans les environnements de data. Les dictionnaires de data, ça existe depuis que la data existe. Pour autant, aujourd'hui, ça devient non seulement indispensable, mais un critère de choix. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup sur l'interconnexion de différents outils entre eux. Travailler avec des partenaires qui n'ont pas de dictionnaire de données, qui n'ont pas de spec API, qui n'ont pas de définition sur leur connecteur en tout cas, ça n'engage pas à la confiance. Donc aujourd'hui, avoir ces documentations-là, ça devient un prérequis de plus en plus. Maîtriser la qualité de la donnée, ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais prendre des décisions sur des données erronées, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Et sans qualité, on n'a pas confiance dans la donnée. Et si on n'a pas confiance dans la donnée sur laquelle on se base, les décisions ralentissent, le business ralentit, et ça coûte cher, tout simplement. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais 15 à 25%, alors tout à l'heure je parlais du temps perdu, mais une autre source Gartner, c'est 15 à 25% du chiffre d'affaires. Le coût d'une mauvaise qualité de données coûte entre 15 et 25% du chiffre d'affaires. Pour ce qui est de la sécurisation, bon, voilà, je vais avancer un petit peu pour arriver sur des sujets un petit peu plus fun. Mais en conclusion, si je puis dire, la gouvernance aujourd'hui, on passe d'un sujet qui est isolé à un sujet qui est structurant, qui permet une gestion structurée, automatisée de l'entreprise, qui soit intégrée à l'organisation et qui permet de fiabiliser dans la durée la donnée. Je parlais encore tout à l'heure avec des gens sur le salon qui me disaient qu'ils parlaient avec des data scientists qui sortaient des modélisations super avec de la donnée en disant regarde, là tu as une baisse dans ton chiffre d'affaires. Oui, très bien, sauf que les chiffres étaient sur une année et que la personne qui avait crunché la data avait pris un scope qui n'était pas en fait parlant pour le métier, qui voulait avoir un chiffre d'affaires year to date et comparé à la même performance l'année dernière. C'est quelque chose qui est évident pour le métier, qui n'est pas évident pour quelqu'un qui fait que de la data, enfin du moins en fonction des métiers. Et du coup, avoir une data structurée, claire et accessible pour tout le monde, ça permet à chacun des métiers de s'exprimer et de mettre en place des outils qui leur correspondent. Donc voilà, j'ai fait ma leçon, si je puis dire. Je vais essayer de rentrer dans des cas un petit peu plus concrets, un petit peu plus sympas. Je vais vous parler de quelques-uns de nos clients qu'on a accompagnés dans des problématiques data. J'ai essayé de trouver des cas suffisamment différents pour illustrer des points spécifique. Après, vous vous rendrez assez vite compte qu'un dispositif data, finalement, le socle est quand même assez global. Globalement, c'est sensiblement les mêmes choses. Donc on a la maison Bollinger qui est venue nous voir. Initialement, ils voulaient juste... il
y avait juste un sujet de PIM-DAM où ils voulaient changer, gérer leurs images et surtout leur prix fournisseur. Et on a fini par revoir complètement le socle de données pour unifier et surtout pouvoir dispatcher, une fois de plus avec les bonnes règles de gouvernance, les données sensibles et critiques de l'entreprise. Ça nous a permis, une fois qu'on a réalimenté tous les outils, que le business tournait, on a une data un peu clean, on est capable de brancher un Power BI assez facilement là-dessus et avoir des analyses qui sont temps réel ou quasi temps réel pour faire tourner la boîte. Ce qu'on a choisi, c'est de partir sur du Synapse. Alors, il faut savoir que nous, on n'a pas de religion, on est complètement agnostique en termes de techno, parce qu'en travaillant avec plein d'entreprises différentes, on arrive toujours dans des écosystèmes qui sont variants. Donc, on a des experts dédiés, mais on a surtout appris à se former à beaucoup d'outils et à s'adapter au marché. On parle de Synapse, je parlerai un petit peu plus tard de Fabric. C'est pas des produits révolutionnaires dans le sens où ils ont tous un ancêtre qui était sensiblement différent avec un autre nom, mais ces technos sont des technos qui sont quand même super modernes et qui permettent des choses qu'on ne pouvait pas faire avant avec un seul outil. Donc voilà, ne serait-ce que le terme lakehouse, on a beaucoup parlé de data lake, de data warehouse, de beaucoup de choses. Maintenant, on a les lakehouse, c'est le nouveau terme en vogue. Mais voilà, donc je vais avancer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est à la fois lourd et à la fois très facilement lisible. Le principe de cette data platform, mais à la fois de n'importe quelle data platform, c'est de prendre toutes les sources, vous les avez quasiment toujours à gauche, qui vont venir s'intégrer dans une plateforme big data qui intègre et qui va récupérer l'ensemble des données. C'est là où on va mettre cette fameuse couche de gouvernance pour préparer les données, les optimiser et préparer les traitements, qui nous donne lieu à deux couches, la couche d'exploration et d'exposition. L'exploration, c'est simplement là où on va brancher, on va pouvoir transformer les données, on va pouvoir les rassembler, potentiellement les unifier, et une couche d'exposition qui nous permet de se brancher sur du Power BI, sur les outils de business, et voilà, et tous les autres usages. Toc. Un autre cas, potentiellement un peu plus pertinent au sujet du jour, c'est le cas de Bayard. Bayard, ils sont venus, alors c'est un client historique pour lequel on avait fait des petites interventions, principalement sur du CRM. Ils sont venus nous voir en disant que leur site il marchait bien, mais ils voulaient se moderniser un peu, ils voulaient mettre de l'IA. Moi, c'est toujours un truc qui me fait peur, un client qui vient me voir en disant je veux faire de l'IA, parce que voilà, ça me fait peur. Mais là, pour le coup, on avait un brief qui était un peu structuré, avec des points clés qui sont bien distingués, mais c'est bien exprès, pour mettre en place une IA qui viendrait driver surtout le côté client du site de Bayard. Donc comment ça se révèle ? C'est, bon, vous le verrez à peu près tout le long, hein, mais c'est sur la gauche on a nos sources, sur le milieu on a les traitements et sur la droite l'exposition. Typiquement pour ce client, on a mis en place toute la phase de stockage qui était potentiellement la plus challenging. Le branchement d'un LLM et d'un RAG, aujourd'hui vous allez, voilà, on a déjà et on va pas mal parler d'IA, donc je ne vais pas forcément définir ce qu'est un LLM et une RAG, pardon. Mais l'idée étant d'avoir des modèles d'IA qui soient basés sur... Le challenge dans ce cas, c'était d'avoir un modèle d'IA qui se base principalement sur leurs données. Le problème d'une IA qui se base sur un dataset trop faible, c'est les hallucinations. Donc la RAG vient compenser ça, mais on a réussi à mettre en place une espèce d'approche best of breed où pour par exemple le chatbot qu'ils voulaient mettre en place, ils avaient déjà un chatbot usuel, historique, qui se basait, qui était un arbre décisionnel comme ce qu'il y a plus classique. Et on a utilisé ces arbres, les différentes versions des arbres,
pour aller entraîner l'IA. Et donc là, on arrivait sur des choses assez intéressantes en termes de chatbot. Donc on ne fait pas de chatbot, on n'est pas une maison, il y a des acteurs qui font ça très bien, mais pour le coup, c'est un sujet qui est assez rigolo à faire. Donc pour eux, on l'a fait, on les a assistés là-dessus. Voilà. Donc une fois de plus, une donnée qui est, à force de le souligner, vous le direz vous-même en sortant, mais une donnée qui est bien structurée en entrée, ça permet de faire beaucoup de choses très rigolotes. La Fédération française de foot, je ne vais pas vous la présenter, c'est un client pour nous qu'on accompagne depuis une dizaine d'années, je dirais, qu'on accompagnait initialement uniquement sur l'envoi de campagnes emailing, parce que, pour vous donner un peu du volume, la FFF, c'est une vingtaine de campagnes one-shot par semaine et une centaine de workflows automatiques qui sont programmés et qui partent voilà, chacun leur tour. Et donc pour eux, au-delà quand ils nous ont confié leurs données pour faire du marketing, ils avaient surtout une problématique de connaissance client. Pourquoi une problématique de connaissance client? Parce que la FFF, ça gère beaucoup de choses. Ça va gérer les arbitres, ça va gérer les joueurs de foot qui s'inscrivent pour aller jouer le dimanche et qui sont licenciés. Ça va gérer les gens qui achètent des maillots dans la boutique. Ça va gérer les gens qui achètent des places, des gens qui achètent des places pour des gens qui vont aller voir les matchs. Voilà, donc on va avoir tout un tas de comportements, on va avoir tout un tas de populations, on va avoir des parcours qui sont complètement différents et surtout, on a une problématique de valorisation de cette donnée parce que, comme tout grand acteur, la FFF partage sa donnée. Je ne vais pas dire vendre sa donnée parce que ce n'est pas vrai, mais elle va valoriser sa donnée auprès de partenaires, que ce soit des campagnes avec Nike, Uber Eats, etc. Vous en avez vu pas mal passer, j'imagine. C'est des acteurs qui ont besoin de maîtriser leurs données et de pouvoir donner des KPIs clairs pour pouvoir les négocier, si je puis dire. Donc j'ai essayé de masquer autant que faire se peut les trucs un peu trop critiques, mais au moins vous avez une idée un peu globale de ce qu'on fait. Le principe est de définir des grands parcours pour revenir une fois le parcours défini sur une population bien ciblée, à un parcours one-to-one. Donc ce que vous avez sur la droite, ça va être plutôt du reporting pour de l'état de santé de la base de données. Là où sur la gauche, on est plus sur du cycle de vie client. Une fois qu'on a ces informations-là, on peut aller plus loin. On peut aller commencer à faire de la segmentation de par le comportement, de par le funnel, de par les actions. J'ai pas le bon mot, il m'échappe, je vais arrêter d'aller le chercher. Toujours est-il qu'on on est capable d'écrire l'histoire à mesure que les actions s'enchaînent ou justement ne s'enchaînent pas. Cette finesse, c'est pas quelque chose qui est tout nouveau. On l'avait fait déjà à l'époque. Il y a maintenant, on avait mis ça en place il y a 6-7 ans. Brancher des modules IA là-dessus, ça rend les choses beaucoup plus rapides. Alors il y a beaucoup de bêtises, mais il y a aussi beaucoup de bonnes recommandations. Pourquoi? Voilà, j'ai parlé des partenaires tout à l'heure. Je crois qu'il y a des exemples. Voilà, il y a des exemples pour les licenciés. C'est les campagnes Nike. Donc pour eux, c'est vraiment un enjeu qui est fort. Mais au-delà de ça, être capable de dire à des partenaires comme ça qu'on est capable de communiquer quasiment one-to-one à l'audience qu'ils veulent toucher, c'est quelque chose de critique. Là, on vient de mettre en place pour eux, je ne sais pas si je l'ai mis dans les slides ou pas, je ne crois pas. Non. On vient de mettre en place pour eux un dispositif, s'il y en a parmi vous qui font du foot et qui vont jouer le week-end, à partir de maintenant, vous allez recevoir des badges. Donc un peu comme les scouts, on gagne des badges quand on fait des actions. Et typiquement, si on marque 1 ou 2 ou 3 buts dans un match, on va recevoir des badges. Donc voilà, ça c'est de la gestion de données. Ça passe par des partenaires qui sont spécialisés là-dedans, qui envoient l'information à la FFF, qui nous l'envoient chez Silène, où nous on va le traiter, et mettre en place les dispositifs pour pouvoir l'activer et générer les scénarios qu'il y a derrière.
La gestion du multicanal, bon, ça c'est pas spécifique à la FFF, mais c'était un point critique chez eux. L'email c'est bien, mais l'email, je sais pas vous, moi je suis un très mauvais élève dans les emails, je crois que j'en ai des milliers de non lus. Mais on sait que c'est un canal qui reste performant, mais qui décline en termes d'engagement. Voilà. On ne va pas dire que c'est un canal qui décline, on va dire que c'est plus le canal sur lequel on a le plus d'engagement. Quand je parle d'engagement, je parle de transformation, je parle de comparer un SMS qui est très intrusif, mais un nouveau canal comme WhatsApp, qui est de plus en plus utilisé par les marques, plus compliqué à gérer, qui doit être plus précis dans son utilisation, mais voilà, qui doit quand même être mis en place. Un autre cas client, on change de boutique. Là, on est sur un cas qui était, une fois de plus, des choses qui peuvent paraître un peu anodins, mais qui sont finalement pas si faciles avec une data pas bien rangée. IDTGV, ils avaient des problèmes pour connaître les allers-retours. Ça paraît bête, mais si j'achète, moi je suis un mauvais élève parce que je viens de Bordeaux, je suis venu en avion, je repars en train. Mais typiquement, distinguer un aller-retour qui est pris en une fois d'un aller, un séjour et un retour avec les 2 billets pris en stand-alone, c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire. Donc on a des données qui viennent d'un peu partout et surtout ils voulaient mettre en place des calculs on va dire une carte à points pour les utilisateurs d'IDTGV et qui voulaient voilà, mettre en place un programme de feed, on va dire tout simplement. Le problème, c'est qu'il y avait des sources qui étaient historiques, et quand je dis historique, c'est pour être poli, c'est-à-dire qu'on avait des trucs un peu vieux, des bases de contacts. Voilà. On est arrivé dans un écosystème de données qui n'était pas forcément très clean, ou du moins qui était un peu poussiéreux. Et donc on a mis, alors voilà, cette fois-ci, c'est pas de gauche à droite, c'est de haut en bas, mais on reste dans la même logique. L'idée est de mettre une couche d'intégration et une couche de traitement, une couche d'exposition. C'est à peu près toujours les mêmes schémas. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire du reporting une fois de plus, mais surtout de faire de la segmentation de base de clients. De pouvoir proposer du scénario, dire bon ben voilà, cette personne-là, on le sait, d'ici 2 semaines, il va repartir, et ça permet d'envoyer de la communication à bord. J'avance un peu rapidement là-dessus, on reste sur des cas un peu similaires à ce qu'on a déjà évoqué. Je vais vous parler de diptyque. Voilà, quand je vous disais qu'on était agnostique en techno, on est aussi agnostique en termes de secteur d'intervention. On travaille avec pas mal de clients différents. Diptyque, ils sont venus nous voir parce qu'ils voulaient approfondir leurs connaissances clients pour pouvoir adresser des offres qui soient à la fois exclusives et à la fois global. Donc j'ai bien conscience que ma phrase veut tout dire et rien dire, mais c'était un petit peu le brief. L'idée était d'avoir une relation client bien plus développée, que ce soit par l'adresse de promotion de promotion ou de message promotionnel qui soit pertinent au comportement et aux usages d'achat des clients. Mais aussi d'avoir un référentiel en magasin. Ce que je veux dire par là, c'est créer une fiche client, tout simplement. Fiche client, c'est quelque chose qui paraît un peu bébête. On en entend parler, c'est un peu comme les chatbots, il y a des outils qui font que ça, qui le font très bien. Par contre, c'est le genre de choses qui sont possibles que si vous avez un référentiel data qui est complètement propre. Parce qu'alimenter une fiche client, soit on met tout dans la fiche client, ça ne devient plus une fiche client, ça devient un CRM, soit on a des branchements de données qui sont quali. Une fois de plus, pas de gauche à droite, je disais n'importe quoi tout à l'heure, c'est finalement plus souvent de haut en bas que de gauche à droite. On est toujours sur un dispositif de multisource, multicomplexité
et surtout, dans le cas de Diptyque, une des spécificités, c'était le nombre d'allers-retours. C'est-à-dire que, on le voit avec les petites flèches, les sources de données sont souvent que des sources, sauf qu'à mesure que les projets data mûrissent, les dispositifs data type data lake et RCU, etc., tendent à réalimenter de plus en plus les outils sources. Pourquoi? Bon, là, il manque des flèches. Hein. Typiquement, le service client, il est réalimenté. On a d'autres prestataires externes qui ne sont pas marqués dessus pour du phoning, ce genre de choses. Bref, on a des dispositifs qui, dans tous les cas, sont branchés sur une base de données, source de vérité. Pourquoi j'insiste, je m'arrête juste une minute sur la partie BDD marketing. Pourquoi marketing? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en parlant de gouvernance, la finalité de l'utilisation de la donnée, elle doit être définie dès le début, dès l'enregistrement de la donnée. C'est la même chose pour une base de données, c'est-à-dire que nous, on crée des dispositifs en fonction des besoins métiers. Là, pour Diptyque, c'était des besoins marketing. La base de données, c'est une base de données marketing. On n'est pas sur une base de données qui a vocation à alimenter un ERP. On n'est pas sur une base de données... Enfin voilà, il y a des finalités qui sont bien définies pour un usage bien défini et qui nous permettent d'avoir des transfos pertinentes, tout simplement. Je vous parlais de fiches clients tout à l'heure, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop lisible. Grosso modo, les individus qui sont en magasin ont l'interface sur la gauche, avec un petit onglet de recherche. On peut rechercher par le nom, le prénom, la ville, ou peu importe. On a des... Bon, c'est un Google un peu simple, hein. Je vais pas vous expliquer un moteur de recherche. Par contre, ce qu'il y a sur la droite, c'est beaucoup plus intéressant, c'est le rendu. C'est-à-dire qu'on doit être en mesure de donner aux forces commerciales, que ce soit les forces en magasin, au téléphone ou autre, ou le service après-vente tout simplement, une vue one-shot de tout le comportement de la personne. Donc sur la gauche, vous allez avoir tous les indicateurs, donc nom, prénom, tout ce qu'on sait de la personne, son âge, voilà. Mais on va aussi avoir ses appétences, sa segmentation, son comportement. Sur la droite, on va avoir des données qui vont être plus côté commerce. C'est-à-dire que cette personne, elle a acheté il y a 3 semaines dans la boutique de Marne-la-Vallée, pourquoi pas, tel produit. Et tiens, il y a un lien avec la campagne de rappel de tel endroit. Voilà. Donc ça permet d'avoir ça donne aux forces de vente une capacité de personnalisation de la relation client qui était à l'époque assez révolutionnaire pour eux et qui a surtout réussi à leur faire un bond en avant, mais qui aujourd'hui est quelque chose d'indissociable à leur force de vente. Changement, gros virage, sans mauvais jeu de mots, en termes de clients une fois de plus. On a fait le foot, on a fait Diptyque, on va faire les voitures maintenant. Groupe Morin, c'est un groupement de concessions principalement dans le sud-est qui font... je crois qu'il doit avoir 220, 250 concessions, enfin c'est un gros machin. Ils ont des problèmes parce que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas forcément l'industrie automobile, les ventes d'automobiles, surtout se basent sur des ERP ou des CRM dédiés aux marques. C'est-à-dire que Nissan n'utilise pas le même outil qu'un autre. C'est vrai pour les outils de commande, c'est vrai pour les outils de facture, c'est vrai pour les outils de financement, c'est vrai pour beaucoup de choses. Et donc on arrive dans un espèce de micmac très compliqué où soit on fait un seul constructeur, soit on n'y arrive pas. Et du coup, le besoin initial du groupe Morin, c'était un besoin de pilotage. Tout à l'heure, on est parti du marketing pour arriver sur un outil un peu plus global. Cette fois-ci, on avait besoin de pilotage, de maîtrise et de contrôle de l'activité, parce qu'avec la pléthore d'outils qu'ils avaient, ça devenait quelque chose de plus gérable. On en a profité pour ajouter, donc en se basant sur le CRM et les leads,
on est arrivé sur un one-stop shop de la data qui nous a permis de sortir. Alors déjà, on a une fiche client un petit peu sur le thème de diptyque, mais là, pour le coup, pas du tout avec la même finalité. On va plutôt être sur de l'usure de pneus et sur du comportement prédictif de bah tiens, cette personne elle va avoir une vidange à faire dans 3000, appelle-la. Mais on est aussi sur l'intégration la préparation d'un dispositif à une industrie qu'on sait en pleine évolution. Alors, pardon, c'est un peu une phrase qui ne veut rien dire. Une industrie en pleine évolution, elles sont toutes en pleine évolution. Sauf que celle-ci en particulier, parce que l'automobile, c'est un des milieux qui s'automatise extrêmement vite en ce moment, que ce soit sur la détection des pannes. Aujourd'hui, on n'a plus le mécano qui a les mains grasses et qui met les mains dedans. On branche une prise et on sait ce qu'on a. Et ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, quand vous roulez dans votre garage, il y a des petites caméras qui prennent des photos de vos pneus et qui disent si les pneus sont en bon état, sont pas en bon état, s'il y a un clou, s'il y a une hernie, s'il y a ce genre de choses. Donc on a une surutilisation de la donnée dans les diagnostics, mais aussi dans les comportements d'achat. On l'a dans les financements. Donc là, on parle de récupération de données bancaires. On est sur des choses un peu compliquées aussi. Mais en tout cas, on a un écosystème data qui sert à tout. Dans ces cas-là, on arrive à une complexité qui est d'avoir des demandeurs. Il faut identifier ces demandeurs. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai les DSI qui nous demandent des dispositifs data, très bien, pas de problème, on les met en place. On a besoin de plus de capacité, on a besoin de moins de capacité. Bon, bref, on parle boutique. Ensuite, il y a les métiers qui viennent nous voir et qui disent bah ouais, mais moi j'aimerais bien avoir un fichier de phoning pour tous ceux qui vont avoir besoin d'entretien dans les 3 prochains mois. Bon, d'accord, on sort du phoning. Et on a beau se baser sur la même data, on n'accède pas à la même donnée. C'est-à-dire que les forces de vente ne vont pas avoir accès aux données RH, aux chiffres d'affaires, aux données sensibles, on va dire. Là où la direction ne s'intéresse pas forcément à combien de personnes vont devoir être appelées pour changer leurs pneus. Donc on est sur une complexité de sélection de la donnée, d'exposition de la donnée, et une fois de plus, pour revenir sur mon point initial, de gouvernance de la donnée. Il m'en reste une. Voilà. Donc on a... voilà. Donc ça, c'est un petit focus sur l'activation en fonction des parcours. Je pourrais vous donner encore d'autres utilités. Une fois qu'on a une donnée propre, on est capable de gérer ne serait-ce que les flottes de véhicules de prêt. Flotte de véhicules de prêt, c'est vachement compliqué parce que quand c'est fait sur un bout de papier et qu'on prête des voitures de courtoisie parce qu'on est un garage, on est obligé, mais qu'on n'a pas de référentiel et qu'on se retrouve avec des PV de voitures qu'on a prêtées, la direction elle fait la grimace de devoir perdre ses points. Donc là, on arrive sur des problèmes qui deviennent très vite sensibles à cœur. Voilà, tout ça pour dire qu'on reste sur un dispositif, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, à savoir globalisé, si je puis dire. Quand je parle de globaliser, je n'arrive pas à trouver le bon terme, mais l'idée est d'avoir dès les prémices du projet l'ambition de l'arrivée pour pouvoir poser la gouvernance dédiée, enfin la gouvernance qui va bien pour le projet qui va bien. Voilà. À défaut de trouver une belle tournure de phrase, on va faire simple. Oui, on me fait signe qu'il faut que je me taise. Du coup, on va passer tout de suite aux questions. Est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez aborder, des choses qui remontent? Je suis muni d'un micro, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites-moi un petit signe. Voilà. Vous avez peut-être vu que j'étais un peu dissipé pendant la présentation de Guillaume, et j'en suis confus, Guillaume, mais je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, des petits soucis techniques qu'on va essayer de relever, je vous expliquerai plus tard. Je parle pour vous laisser le temps de réfléchir à votre question. Lina.
Quand vous recevez un client qui a un brief à peu près correct, mais la plus grosse difficulté, c'est quoi? De comprendre dans son besoin. On va dire pour ceux qui ont déjà un peu travaillé. Je ne parle pas des brouillons, mais parce que est-ce qu'ils sont tous aussi avertis sur ce que l'IA peut faire? Est-ce que vous êtes obligé de les acculturer? Est-ce que vous avez déjà des packages pour ça? Enfin, c'est un peu ça ma question, l'accueil client Ouais. et Alors, votre question, elle est peut-être sur la population la plus compliquée pour moi. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà un petit peu travaillé, c'est peut-être les plus compliqués à gérer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, un projet IA, ça se structure initialement par un besoin, parce qu'on ne va pas baser l'IA sur de la data. Donc une fois que les besoins sont établis, on a à peu près une fiche de route. La fiche de route, elle va ensuite se baser. Il faut d'abord faire un état des lieux de ce qu'on a, j'en ai suffisamment parlé. Sauf que justement, pour les bons élèves qui ont déjà commencé à bosser, bah, ils ont la maîtrise de leur data, c'est bien, mais est-ce que cette maîtrise, elle est transmissible? Parce que les premières étapes, en général, dans la mise en place d'un dispositif data, c'est les audits, où on a des experts qui vont venir regarder chaque source de données, chaque champ, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche, à quoi c'est exposé, etc. Ça, si vous avez une maîtrise de cet écosystème parfaite, très bien. Si vous avez une petite maîtrise, c'est là où on peut déraper. Donc, pour moi, le step by step d'un projet, c'est avoir Alors, je ne vais même pas parler d'avoir la compréhension technique ni fonctionnelle de ce qu'on peut attendre de ce projet, parce que ça peut arriver, ça peut maturer, mais ça va plutôt être avoir une ambition claire sur le projet. De cette ambition, on va aller étudier ce qui est déjà en place, le travail qui a déjà été effectué et surtout le socle sur lequel on va se baser. Et à mesure qu'on va étudier, on va poser des questions en disant on a cette donnée-là, on a cette source-là, on a cet usage-là. Est-ce que cet usage, il est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que ça vous suffit? Quel est le pain point? Qu'est-ce qui devrait être fait en plus? Et en fait, en allant décortiquer cette donnée, on va devoir parler nécessairement à tous les métiers et on va en fait agrandir la liste de courses parce que la vision initiale du projet va potentiellement s'agrandir ou rétrécir, peu importe, mais va en tout cas changer avec cette compréhension-là. Donc pour faire une réponse un peu courte, le premier step, c'est l'analyse, parce qu'on est obligé de passer par un audit data, que ce soit des écosystèmes ou de la data en elle-même. La deuxième, ça va être une soutenance, tout simplement. On va aller présenter ce qu'on a constaté, on va présenter des recos de ce qu'on peut faire, pas faire, ce qu'on suggère de faire. Et systématiquement, l'étape suivante, c'est un POC. C'est-à-dire que lancer un projet en disant on va se lancer dans un truc génial, dans 3 ans ça marchera, ça va être top, c'est le meilleur moyen de perdre quelques millions et de ne pas avancer beaucoup. Voilà. Bonjour. Nous, on travaille dans la communication. Alors déjà, je trouve que c'est osé de mettre IA à la fin de son nom de famille. Voilà. Mais plus sérieusement, on est une PME, 150 collaborateurs, et là on est en plein dans les questionnements de l'exploitation de nos données pour nous, sauf qu'on n'a pas des millions justement à dépenser, et l'organisation, la première brique, on a bien compris qu'il faut qu'on passe par cette gouvernance IA, c'est le premier sujet. Sauf que dans notre organisation, on n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour faire que ça. Et c'est vécu comme encore un truc à faire en plus pour tout le monde. Et la vraie question, c'est par où est-ce qu'on commence et qui va piloter ça? Parce que aujourd'hui, c'est des gros points d'interrogation. Personne n'en veut, en gros. Tout le monde sait qu'on en a besoin, mais voilà, tout le monde le fuit. Bah, c'est un peu le sujet, c'est le sujet qui pique, le sujet qui sent mauvais, et surtout le sujet plein de responsabilités. Donc oui, ça je comprends. Alors, j'ai envie de dire qu'il
il y a plusieurs réponses. Il y a ce que je disais tout à l'heure, le fait d'attribuer des rôles, d'avoir un data steward, d'avoir des data owners. C'est des choses qui se font à l'échelle du groupe. Donc on peut avoir un responsable data, enfin des responsables data. Ça ne s'applique pas trop à l'échelle d'une PME, surtout alors, moyenne PME. Par contre, ça peut être fait à l'échelle d'un métier. C'est-à-dire que par verticale, alors je ne sais pas trop comment est structurée votre boîte, mais par verticale, par domaine ou par groupe d'utilisateurs, avoir des responsables. Ça peut se faire à la mano. Ça peut se faire à la mano par des outils de gouvernance qui vont être en fait des espèces de data catalogues où on va lancer toutes ces sources, on met tous ces champs dedans et on déclare ce champ-là, là-dedans j'ai de la donnée personnelle, là-dedans j'ai de la donnée sensible, là-dedans j'ai machin. Ok, donc ça je l'ai fait avec mon CRM. Qui est en charge du CRM? Il y a l'équipe 1, 2 et 3. Ok, l'équipe 1, 2 et 3 va être en charge de remplir ce truc-là. Et en faisant ça, donc ça c'est des produits sur étagère, qui vont en fait faire un data catalogue à peu près complet de ce que vous avez en données. Ça, c'est avec le moindre coût et un petit peu d'engagement des équipes, ce qui peut être fait en temps, pas 0, mais temps 1. Ça coûte la licence de l'outil de gouvernance. L'autre option, c'est de prendre un auditeur externe qui va faire un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aller cruncher tout ce que vous avez et vous faire un petit dictionnaire tout propre. Vous voulez lancer le POC maintenant ou pas? Vous avez déjà des idées de ce que vous voulez en faire ou pas? Dans tous les cas, la base documentaire, elle est prête. Et le prochain acteur que vous allez interroger, vous lui filez le truc et il a déjà squeezé la moitié du travail. Là où c'est compliqué, c'est que moi, si vous m'appelez demain en disant « j'ai déjà quelqu'un qui a fait l'audit, j'ai tout qui est prêt », faut que je le lise, le machin. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours cette petite phase d'audit. C'est pour ça que je ne conseille pas de faire des audits pour faire des audits. Je conseille de faire des audits pour faire des POC. Parce qu'une fois qu'on arrive à un POC, on a déjà des branchements de sources, on a déjà une utilisation de la donnée qui est utilisable et surtout réutilisable. J'espère que ça répond. Je me contente du à peu près. Bon, je me fais mettre dehors. Merci à tous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on est juste devant. On peut encore glisser une petite question si petite question alors. Petite. Voilà. Donc c'est petite réponse. Oui, c'est une petite question sur les métiers en interne chez Silène. Au niveau des réglementations, RGPD, tout ça, vous travaillez avec des juristes en interne ou vous faites appel à un extérieur? Alors les deux. En fait, on a, de par nos métiers d'hébergeurs et voilà, surtout par nos métiers d'hébergeurs, on a tout un système de RSSI, enfin voilà, on a tout un pôle légal. On a des formateurs pour tout ce qui est RGPD qui interviennent assez régulièrement. Quand je dis les deux, c'est que les formateurs RGPD, c'est les gens qui sont externes, mais avec qui on travaille depuis des dizaines d'années. Donc c'est un petit peu un mix. Mais il y a un pôle réglementaire en interne, mais le pôle réglementaire interne sert surtout à faire du conseil externe. C'est-à-dire qu'ils interviennent autant pour nous que pour nos clients. C'était petit. C'était super. Ok, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on peut remercier Guillaume pour son intervention. Peut-être pas un petit applaudissement. Merci à tous.